Voici une feuille de papier. Je prends mon feutre et puis je trace ceci. Qu'est-ce que je viens de tracer? Une ligne. Finalement, quand je passe mon feutre sur cette feuille de papier, je fais du coloriage. Qu'est-ce que je suis en train de colorier sur cette feuille? Imaginez maintenant que j'ai un microscope et que je regarde de près cette ligne. Qu'est-ce que je trouverais? Eh bien, je trouverais des milliards et des milliards de points. Si je voulais placer sur cette feuille de papier cet élément le plus petit qui soit, un point, je pourrais très bien dire, tiens, voilà un point. Puis il y a quelqu'un d'autre qui viendrait qui dirait, dis donc, c'est un sacré point que tu viens de faire là. Non, un point c'est plutôt comme ceci. Puis un autre, non, 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 c'est encore plus petit. Le point, le plus petit élément, il est aussi petit qu'on puisse l'imaginer. Conclusion, quand on veut représenter un point, on va faire le croisement de deux lignes. Quand deux lignes se croisent, elles se croisent en un point. Et ce point, je vais lui donner un nom. On lui donne souvent une lettre majuscule. Voilà par exemple un point A. Tiens, je veux représenter un point B quelque part, un autre point. Je fais deux petites lignes qui se croisent. Tout le monde sait à présent de quel point je veux parler. Voici le point B. J'ai parlé de croisement. Imaginez que vous ayez deux routes. Vous avez un croisement, un carrefour, une intersection. Ce point-là, le point A, c'est le point d'intersection des deux lignes. Bon, je trace à présent sur une nouvelle feuille, une première ligne, une deuxième ligne. Je place ici le point A. Ici, par exemple, le point B. Et puis ici, le point C. Et je viens de tracer en fait trois lignes. Chaque ligne, c'est un ensemble de points. Tout ce que j'ai tracé, ça se nomme une figure géométrique. Géométrie, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire mesurer du terrain. Au début, les hommes ont eu besoin de la géométrie pour se repérer dans l'espace, pour se repérer sur la Terre. Donc, ce chapitre que nous faisons, c'est le premier chapitre concernant la géométrie. On va souvent réfléchir à partir de figures comme celle-ci. Alors un conseil, souvent vous aurez bien sûr besoin de placer des points. Plus votre figure sera compliquée, plus bien sûr vous vous retrouverez avec des points à placer. Donc quand vous placez les lettres, attention, faites en sorte qu'on sache tout de suite de quel point précis vous parlez. Si j'avais fait D par exemple, un grand D ici, on n'aurait pas su si c'était ce point ou ce point. Donc pas trop grand, et bien faire en sorte qu'on sache de quel point vous parlez. Parce qu'après, quand vous allez réfléchir sur la figure, vous allez avoir besoin de savoir exactement où sont les points dont vous avez les noms. Les lignes, les points, ce sont des objets géométriques. Quand vous voulez savoir de quel point, de quelle ligne vous parlez, vous les nommez. Bon, ici, par exemple, pour l'instant, cette ligne, je l'appelle ligne 1, ligne 2, etc. Rassurez-vous, on trouvera des abréviations plus tard pour certaines lignes qui vont nous intéresser. J'ai à présent un point. Je décide de l'appeler A. Puis j'ai un camarade qui trouve que ce point, on pourrait l'appeler autrement, qu'il appelle B. Il a le droit. Le nom que vous donnez au point, c'est le nom que vous souhaitez donner. Si on a un qui a envie d'appeler ce point A, l'autre le point B, il a le droit. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là si on parle des points A et B? Ce sont les mêmes points. On dit que A et B sont confondus.
Regardez bien la figure de tout à l'heure. Je vous pose quelques questions. Quelle est l'intersection de la ligne 3 et de la ligne 1? Regardez bien. Alors quand vous avez la figure qui est représentée, vous passez votre doigt dessus. Ligne 3, ligne 1. I. I est le point d'intersection de la ligne 3 et de la ligne 1. Quelle est l'intersection de la ligne 5 et de la ligne 6? Regardez bien, ligne 5, ligne 6. L'intersection de ces deux lignes, c'est le point G. À quelle ligne appartient le point C? Vous entendez ce mot appartient, vous l'entendrez souvent. C appartient à la ligne 5 et également à la ligne 1. Donnez 3 points appartenant à la ligne 5. Ligne 5, je peux donner les points A, C, E ou G, A, C. Placez à présent un point M sur la ligne 5 et arrangez-vous pour que M soit intercalé entre A et C. Donc M doit être sur la ligne 5, intercalé entre A et C. Alors regardez bien, quand vous représentez M, vous n'allez pas refaire une croix, vous avez déjà une ligne en fait. Donc il suffit simplement de faire un autre bout de ligne. On sait que vous parlez à ce moment-là du point M. Regardez à présent ces 3 petits cubes. Si je vous dis aligner ces petits cubes, vous les prenez et vous les alignez. Si vous imaginez que ces cubes sont des points, vous avez ici 3 points alignés. Faites en sorte que les 3 points ne soient pas alignés. Voilà. 3 points ne sont pas alignés. Et si j'ai maintenant 2 points, les 2 points, ils sont forcément alignés, hein, ces 2 points. Je ne peux pas faire en sorte que 2 points ne soient pas alignés. Pour bien aligner ces petits cubes, on pourrait utiliser une règle. Vous avez vos cubes alignés. Quand je veux tracer des points alignés, je vais prendre ma règle, je trace une ligne. Donc, pour représenter des points alignés, je vais utiliser la règle. Je vais essayer de représenter ici tous les points alignés que je peux sur cette surface. Oui, mais si ma feuille est plus grande, je peux agrandir la feuille autant de fois que je veux. Donc je peux continuer à faire sans arrêt des points alignés. On continue. Oui, mais ça n'a pas de fin parce que je peux encore continuer. Et ainsi de suite. Donc il va falloir qu'on fasse un gros effort. Ce qu'on est en train de tracer, cette ligne droite qui n'a pas de fin, qui est illimitée dans les deux directions, cette ligne droite s'appelle une droite. Et je pourrais passer ma vie à continuer à la tracer en prenant des feuilles de papier de plus en plus grandes. Pour montrer que cette ligne droite, elle est illimitée dans les deux directions, on met parfois au-dessus de la droite, ou en dessous, hein, mais jamais ici, on met une lettre en minuscule. Et en général, on prend X et Y. Ça nous donne l'idée que c'est illimité dans les deux directions. On retrouve ici la droite. Je vais couper la droite en deux endroits.
Pour ça, je prends cet outil que j'ai et je coupe. J'obtiens un segment. Segment, ça vient du latin segmentum qui veut dire coupure. Je coupe une portion, je prends une portion de la droite et j'obtiens un segment. C'est toujours une ligne droite. Un segment, c'est une ligne droite, c'est un ensemble de points qui sont alignés. La différence, c'est que là, c'est pas du tout illimité dans les deux directions. Il y a ici une extrémité et une autre extrémité. Alors on représente ces extrémités qui sont rien d'autre que des points. Alors pour représenter des points, c'est comme d'habitude. On a bien deux traits qui se croisent. Un point ici, un point ici. On peut l'appeler par exemple A ici et B. Mais regardons ce qui est resté. Ici, là où j'ai coupé, je peux placer un point. On va l'appeler par exemple C, ce point. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette ligne droite? Elle a un début, et puis elle n'arrête jamais. Elle est illimitée dans une seule direction. C'est ce qu'on appelle une demi-droite. Une demi-droite a une origine et illimitée dans l'autre direction. On a bien sûr une autre demi-droite ici, dont j'ai appelé l'origine D. On a ici une droite. Je vais prendre un segment, un morceau de cette droite, dont les extrémités seront A et B. Alors, je vais vous parler de deux objets géométriques, la droite et puis ce segment. Alors évidemment, pour en parler, il faut les nommer. On pourrait utiliser les points A et B. Donc ici, pour parler du segment AB, je pourrais écrire AB. Mais si je veux parler de la droite qui passe par A et B, je peux également utiliser les deux points. Alors, je ne vais pas à chaque fois m'amuser à colorier dans différentes couleurs pour pouvoir distinguer ce dont je parle. Ici, j'ai une ligne droite qui a des extrémités A et B qui s'arrêtent. Pour montrer que c'est un segment, je mets ce qu'on appelle des crochets. Je bloque en B, je bloque en A. Pour AB, pour montrer que ça ne s'arrête pas, je mets des parenthèses. Quand j'écris AB, j'ai affaire à une ligne droite illimitée dans les deux directions. Mais vous allez me dire, si jamais j'ai A, B et que je mets rien, ça signifie quelque chose? Ben oui, quand on écrit A, B, on parle de la distance de A à B. Ici, dans l'unité que j'ai choisie, le centimètre, cette distance est de 5. AB est égal à 5 cm. On veut placer un point M appartenant au segment AB. Donc je vais intercaler M entre A et B. Quand je veux l'écrire, je peux l'écrire plus simplement. C'est souvent une écriture qu'on emploie. On fait un signe qui ressemble un peu à un euro. M appartient à AB. Bon, habituez-vous parce qu'on trouve très souvent ce signe. Vous avez vu que j'ai placé un point N ici. Est-ce que N appartient à AB? Non, il n'appartient pas au segment AB. On va donc l'écrire N, le même signe qu'on va barrer, n'appartient pas à AB. Vous vous souvenez de ces lettres X et Y qui m'aidaient à montrer qu'on avait une ligne droite qui était illimitée dans deux directions. Bon, on peut utiliser ces lettres pour nommer
La droite, on l'appellera XY et on mettra également des parenthèses. Pour bien montrer que j'ai tracé une droite, et pas simplement un bout de ligne droite, je peux mettre petit x, petit y, ou bien je donne un nom à la droite. En général, on choisit la lettre D en minuscule. Et pour bien montrer que c'est une droite, on a l'habitude de mettre ce D entre parenthèses. Je fais une autre droite, je vais lui donner un autre nom, je peux l'appeler D1, D2, mais souvent on aime bien ce petit signe ici. Prime, D'. Si j'en veux une autre, je l'appellerai D par exemple, seconde, 2 petits traits. Ou bien, comme ici, je vais l'appeler D1. Donc habituez-vous à ce genre d'écriture. 1 est écrit en indice. Alors regardez bien ces différentes droites. Attention, il y a un piège dans ma question. Est-ce que D et D' se coupent? Eh bien oui, elles se coupent. D et D', ce sont des droites. Donc elles sont illimitées. Donc, elles se coupent. Deux droites qui se coupent, on dit qu'elles sont sécantes. Pensez à sécateur, coupé. Ces deux droites ici sont sécantes en A. A est le point d'intersection de D et D'. Vous vous souvenez de ce qu'on a obtenu tout à l'heure, après qu'on ait fabriqué le segment AB, il nous restait ce qu'on a appelé une demi-droite. Elle a une origine illimitée dans une direction. Comment je vais l'appeler, cette demi-droite? Je vais l'appeler, bien sûr, BY. Alors, à votre avis, quel signe je vais mettre? C'est illimité du côté de Y. Je mets une parenthèse. Et puis, c'est limité du côté de B, je mets ce fameux crochet. Je place un point A sur la demi-droite. Le voici. Je peux m'aider de ce point A pour nommer la demi-droite. Je ne suis pas obligé d'utiliser ce petit Y ici. Je vais tout simplement, si je parle de la demi-droite BY, je vais tout simplement l'appeler BA en utilisant le point A. Alors c'est illimité de quel côté? De A. L'origine, c'est B. Alors vous comprenez bien que je ne peux pas tracer réellement une demi-droite. C'est comme une droite, c'est impossible. Il faut que je l'imagine dans ma tête. Elle est illimitée dans une ou dans deux directions. Donc, quand vous représentez une demi-droite, là, vous n'avez pas tellement le choix. Vous avez besoin de cette petite lettre pour montrer que c'est illimité dans une direction. Mettons que ce soit illimité ici. Je mets cette petite lettre au-dessus. X, Y, ce que je veux. Et puis, l'origine. Par exemple, on va l'appeler O, l'origine. Il n'y a pas le choix. Je ne peux pas trouver une écriture. Pour la droite, je pouvais l'appeler D, etc. entre parenthèses. Là, ça ne se fait pas. Donc là, je vous parle de la demi-droite, bien sûr, OX. J'ai placé un point A sur la demi-droite OX, et ici je place un point M. Alors, à quel objet géométrique il appartient ce M? Est-ce qu'il appartient à OX? Oui, pas de problème. Vous avez vu l'habitude, vous prenez votre doigt, vous passez pour voir. M appartient, habituez-vous à notre nouveau signe. Il appartient à autre chose? Oui, M, il appartient à la demi-droite AX. Elle n'est pas tracée, mais je peux l'imaginer dans ma tête. Je peux imaginer la droite AO. Est-ce que M appartient à la droite AO? Oui. M appartient à la droite AO. Vous pouvez très bien parler d'objets géométriques alors que vous avez le sentiment qu'ils ne sont pas complètement tracés. Si je vous mets deux points C et D, même si je ne colorie pas en quelque sorte le segment CD, je peux vous en parler. Une remarque ici, l'ordre des points, quand il s'agit de la droite, n'a pas d'importance. Je peux l'appeler OA, la droite, c'est illimité dans les deux directions. Par contre,
Quand je parle de la demi-droite, je commence toujours par l'origine. Comme tout à l'heure, il n'y a rien qui m'empêche de nommer une droite par exemple D, et puis d'avoir quelqu'un qui décide que cette droite, elle va s'appeler D'. Qu'est-ce qu'on peut dire de D et D'? Ce sont évidemment les mêmes droites. On dit qu'elles sont confondues, comme on l'avait vu tout à l'heure pour des points. Si je place 3 points sur une droite, j'obtiens des points qui sont alignés. Parfois, dans des énoncés, vous trouvez un mot distinct. Placez 3 points distincts A, B, C. Bon, un point A, un point B, un point C. Ils sont distincts. Oui, mais alors ça veut dire quoi, distinct? Ça veut dire que je peux les distinguer. Ça veut dire que je ne peux pas me retrouver dans la situation de A et B, par exemple, qui seraient confondus. Donc quand on parle de points distincts, on veut bien parler de 3 points véritablement différents. Ils peuvent être alignés, pas alignés, mais distincts, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux qui sont les mêmes. On va utiliser des petits cubes pour représenter des points. Voilà 2 points distincts. Ils sont distincts. S'ils n'étaient pas distincts, j'aurais les 2 mêmes points. Ils sont distincts. Si vous avez 2 points distincts, vous pouvez tracer quoi? Un segment. Imaginez dans votre tête ce segment. Si je vous dis, tiens, placez-moi ce petit cube ici pour qu'il soit au milieu des 2 points qui sont là. Vous pourriez dire, bon, je vais m'arranger pour qu'il soit en plein milieu, ça veut dire que je dois être à la même distance des deux. Je vais prendre le compas, c'est vraiment le meilleur outil. Voilà, je suis ici à la même distance des deux. Oui, mais il y a un problème, hein. Ici, par exemple, ça marche aussi. Vous êtes à la même distance des 2 points. Donc, pour être précis, on va parler du milieu du segment. Appelons I, ce point rouge, puis A et B, les 2 extrémités du segment. Donc, I est le milieu du segment AB. Qu'est-ce qu'on a alors comme propriété? On appelle ça des propriétés. Qu'est-ce qu'on sait à ce moment-là? Est-ce que I est sur le segment AB? Oui, forcément, s'il est le milieu de AB. Puis on a une deuxième chose, c'est que la distance de A à I, elle est bien sûr la même que celle de I à B. Alors vous vous rappelez, quand j'écris IA sans parenthèse, sans crochet, ça veut dire la distance de I à A. IA égale IB. Alors pour montrer sur la figure que IA égale IB, je mets ce qu'on appelle un codage. Comme ça me permet, tout de suite, quand je vois la figure, de savoir que la distance là, alors on peut mettre 2 traits par exemple, ici et ici. On aurait pu mettre un petit cercle. Bref, on met un codage qui nous montre qu'ici, les 2 segments ont la même longueur. Le codage, vous le mettez sur une figure ou un schéma pour avoir des informations tout de suite quand vous regardez la figure. Avant de continuer, un petit coup d'œil sur cette situation. On a un sol, le sol que j'ai représenté, il est évidemment horizontal, et vous avez la pluie. Comme tout ce qui tombe, la pluie, en fait, elle est attirée par le centre de la Terre. Comme vous le savez, elle tombe verticalement. La meilleure preuve, c'est ce qu'on appelle un fil à plomb. Vous suspendez une masse à un fil, et le fil prend quelle direction? La verticale. Puisque notre masse ici, qui est souvent du plomb, est attirée par le centre de la Terre. Et vous savez depuis longtemps que la verticale, elle a quelque chose de particulier avec l'horizontale. Si vous prenez un instrument comme celui-ci, que vous connaissez bien, qu'on appelle une équerre, vous vous souvenez que la verticale est perpendiculaire à l'horizontale. Elle forme avec l'horizontale un angle droit. Alors perpendiculaire, en latin perpendiculum, ça vient de fil à plomb. Traduction de fil à plomb. Donc si je veux tracer une droite D1 perpendiculaire à la droite D, je prends mon équerre qui a un angle droit.
Et je vais m'arranger pour faire coïncider l'angle droit ici, quelque part sur ma droite. J'ai plus qu'à tracer. Voici. Alors le problème de cette méthode-là, c'est qu'évidemment, après, il faut prolonger. Il faut donc tenir compte de l'épaisseur du trait. Vous prolongez et vous avez la droite perpendiculaire à la droite D. On a la droite D1, mais on veut tout de suite voir sur la figure qu'on a bien un angle droit. Pour ça, on a un codage. Ce codage, c'est ce petit carré. Comme je sais qu'un carré a 4 angles droits, je mets ce petit carré. Mais en fait, si on voulait faire un codage complet, on mettrait combien de codages de ce genre? On en mettrait 4. En fait, quand vous avez deux droites perpendiculaires, vous avez 4 angles droits. Mais vous en signalez qu'un. Je veux tracer la droite D2 perpendiculaire à D passant par B. Je vais sur D. Attention, j'utilise bien ici mon angle droit. Je coulisse. Dès que j'arrive à B, je trace. Et je prolonge. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il fallait faire attention avec cette histoire d'épaisseur du trait. On peut éviter ça, mais je trouve que la méthode est moins précise. Supposez que vous vouliez faire une droite perpendiculaire à D passant par C. Vous mettez votre équerre, vous prévoyez l'épaisseur de la règle que je vais mettre contre. Alors attention, ici, il faut se mettre juste à la limite du trait qu'on a mis pour le point. Sinon, il nous suffit de mettre la règle et à ce moment-là, on trace. Mais le problème est de bien tomber juste au point en question. Donc là, par exemple, ça pourrait être la droite des 3. Quand je veux indiquer que D1 est perpendiculaire à D, j'ai une notation. Vous remarquez ici, vous avez un T renversé. Donc D1 est perpendiculaire à D, vous allez l'écrire D1, T renversé, est perpendiculaire à D. Attention, ce T renversé, il remplace est perpendiculaire à. Pas besoin de rajouter de A. J'ai ici une droite en noir, une droite que j'ai appelée D, et puis une autre droite que vous voyez apparaître, cette droite en rouge. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette droite rouge et de cette droite noire, c'est-à-dire des deux droites? Elles sont séquentes. Quel est le point d'intersection? E. Alors attention, comme on le disait tout à l'heure, si je représente ces deux droites ainsi, sont-elles séquentes? Oui, elles sont séquentes. On ne voit pas le point E, il faudrait prolonger ici le tracé de cette droite, mais ce sont bien deux droites séquentes. Et comme toute droite séquente, elles sont séquentes en un seul point. Ici, le point que j'ai appelé E. Est-ce que je peux placer la droite rouge, la modifier, pour qu'elle ne soit pas séquente avec la droite D, qu'elle ne se coupe pas? Bon. Là, elle se couperait. Ici, je ne dois pas être loin. Donc, on aurait deux droites ici qui, apparemment, ne sont pas séquentes. Deux droites qui ne sont pas séquentes, on va les appeler des droites parallèles. Mais il va falloir qu'on réfléchisse à un moyen de les tracer exactement. Évidemment qu'un quadrillage m'aiderait beaucoup. Ici, en traçant les pointillés, je peux avoir une idée de la pente de la droite. Donc ici, horizontalement, il faut faire tout ce chemin, et puis monter ici de 4. Donc si je prends la droite rouge, je peux la placer ici, mettons. Je vais arriver ici, il faut que je monte de 1, 2, 3, 4. Voilà, qu'est-ce que je peux dire des deux droites? Elles sont parallèles. Alors à la place d'écrire cette longue phrase D est parallèle à D', vous pouvez écrire D, et vous avez un symbole, tout simplement deux petits traits parallèles, obliques dans ce sens. D est parallèle à D'.
On dit même que D est strictement parallèle à D'. Pourquoi strictement? Parce qu'il y a un cas particulier, vous vous souvenez, si vous avez deux droites, par exemple D et D1 ici, qui sont confondues, sont les mêmes droites, on dira que D est parallèle à D1. D n'est pas strictement parallèle à D1, D est parallèle à D1. Regardez bien cette figure, vous avez D1, D2, D3, D4, vous avez ici un codage d'angle droit, D1 est perpendiculaire à D3, D2 est perpendiculaire à D3. Quand vous regardez D1 et D2, vous avez l'impression que ces deux droites sont comment? Ah oui, vous avez envie de dire parallèles. Mais vous ne pouvez pas le justifier, vous ne pouvez pas vous appuyer sur le dessin. La figure, j'ai peut-être bougé de quelques millimètres, et puis de toute façon, comment être précis, puisqu'on sait qu'un point c'est infiniment petit, c'est pas possible de représenter exactement la situation. Donc, si vous voulez dire que D1 est parallèle à D2, il va falloir le prouver, il va falloir le justifier, il va falloir le démontrer. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a une propriété, une règle, si vous préférez, que vous ne connaissez pas et qu'on va découvrir ensemble. Vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, quand on a tracé les droites perpendiculaires à une droite D. Quand vous regardez ces deux droites ici, vous avez quel sentiment? Qu'elles sont parallèles. Ben, vous avez raison. Si vous prenez un stylo, par exemple, que vous vouliez le placer perpendiculaire à D, sans qu'il se retrouve parallèle à D1 ou D2, ce serait impossible. Donc, vous allez avoir une propriété, une règle, qui va vous être donnée dans le cours. Cette règle elle-même, cette propriété, elle n'a pas été démontrée, elle n'est pas justifiée. Mais c'est une propriété que vous pourrez utiliser par la suite. Elle vous est donnée dans le cours. Qu'est-ce qu'on dit? Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Reprenons le problème de tout à l'heure. Comme vos camarades de 5e ou de 4e, vous voulez démontrer que D1 est parallèle à D2. Qu'est-ce que vous savez? Que D1 est perpendiculaire à D3. Que D2 est perpendiculaire à D3. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? D1 est parallèle à D2. Et là, vous êtes obligé d'écrire la propriété. La propriété qu'on a établie en cours. Alors, je vous conseille d'aller à chaque fois la ligne. Vous démarrez par ce que vous savez, c'est-à-dire par le fait que D1 est perpendiculaire à D3 et que D2 est perpendiculaire à D3. C'est-à-dire que vous écrivez ce qui va vous servir par la suite. Je sais que D1 est perpendiculaire à D3 et D2 est perpendiculaire à D3. Vous avez vu, j'utilise les symboles. Alors là, suivant le professeur, ça peut être différent. Soit vous employez le petit mot « or » et vous écrivez la propriété. Soit, ce que je préfère, vous allez directement mettre « donc » et la propriété, on la mettra entre parenthèses pour justifier ce « donc ». J'écris « donc ». Après avoir écrit ce « donc », qui est la conclusion, je mets la propriété qui justifie ce « donc ». Alors, pour l'instant, je l'écris en toutes lettres, mais rassurez-vous, ce sont des mathématiciens qui ont trouvé ces propriétés, et il y aura, par exemple, vous avez déjà tous entendu parler du théorème, théorème ça veut dire propriété, du théorème de Pythagore. Donc à la place d'écrire tout le théorème de Pythagore, plus tard on écrit simplement le théorème de Pythagore, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'écrire tout le détail. Une deuxième propriété. Je pars de deux droites parallèles, D1 et D2 sont parallèles. Prenons notre stylo rouge là de tout à l'heure comme si c'était une droite. Je prends mon stylo rouge, je veux qu'il représente une droite perpendiculaire à D1. La question est, est-ce que je peux arriver à mettre mon stylo rouge pour qu'il soit seulement perpendiculaire à D1 et pas à D2? Impossible. Si vous avez deux droites parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est forcément perpendiculaire à l'autre.
Voilà la deuxième propriété. Reprenons le problème de tout à l'heure, on l'a juste complété en traçant une droite D5 qu'on sait être perpendiculaire avec D1. On me demande de démontrer que D5 est perpendiculaire à D2. Qu'est-ce que je peux dire de D1 et de D2 d'après ce que j'ai démontré avant? Que D1 est parallèle à D2. Alors vous avez une droite D5, elle est perpendiculaire à D1. D'après ce qu'on vient de voir comme propriété, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est forcément perpendiculaire aussi à D2. Donc, c'est ce qu'on va rédiger. On va démontrer que D5 est perpendiculaire à D2 en cédant de la propriété. Démontrons que D5 est perpendiculaire à D2. Qu'est-ce qu'on sait? Alors l'important, c'est pas d'écrire tout ce qu'on sait en regardant la figure, c'est d'écrire ce qui peut nous servir. On sait que D1 est parallèle à D2, d'après ce qu'on a vu avant, d'après le premièrement, et on sait que D5 est perpendiculaire à D1. Donc, directement, je vais pouvoir conclure que D5 est perpendiculaire à D2. Et j'ai plus qu'à écrire ensuite la propriété que j'utilise. Observons cette situation. Une maison, une rivière. Moi, je voudrais savoir la distance qu'il y a entre ma maison et la rivière. Alors, j'ai un problème. Si je prenais, par exemple, ici, un instrument de mesure, comme celui-là. Bon, ici, je trouve 6. Ici, 5. Ici, évidemment, 7. Donc, il faut se mettre d'accord sur cette histoire de distance. Alors, pour être précis, on va assimiler l'endroit duquel je pars à un point. Et puis, finalement, ici, cette rive, je vais considérer que c'est une droite. Ben, la distance d'un point à une droite, à votre avis, c'est évidemment la distance la plus courte qu'on prend. Et si vous regardez, la distance la plus courte, elle correspondra évidemment à la longueur du segment qui part du point qui vous intéresse au point d'intersection avec la droite le long de la perpendiculaire. Donc cette distance de A à la droite D, c'est rien d'autre que AB, c'est-à-dire la distance de A à B. Utilisons GeoGebra pour déterminer la distance de A à la droite D. Je trace, vous voyez cette icône-là? Je trace la perpendiculaire à D, passant par A. Le point d'intersection avec D, c'est ce point H. Pour tracer l'angle droit avec GeoGebra, je prends un point n'importe où sur H, et à ce moment-là, j'utilise angle, et j'ai à ce moment-là, j'enlève l'étiquette, c'est mieux, j'ai le codage. Pour avoir maintenant la distance de A à H, je peux utiliser ici ce bouton, distance sous longueur, A, H, et j'ai la réponse. La distance de A à la droite D, 6,43 ici. Quand vous donnez la définition, si vous voulez caractériser le point H, ça va nous prendre du temps. On va dire que H, c'est l'intersection entre la droite perpendiculaire à D passant par A et la droite D. Très long. Alors les mathématiciens, ils aiment bien employer l'image du pied. Ils disent tout simplement que le point H, c'est le pied de la perpendiculaire à D passant par A. Perpendiculaire à D passant par A. C'est le pied de la perpendiculaire à D passant par A. Vous vous souvenez que tout à l'heure, avec nos petits cubes, on a défini le milieu d'un segment. Si je prends ce segment ici,
dont les extrémités sont représentées par deux cubes jaunes. J'ai le milieu, ici, il appartient au segment, et il est à la même distance des deux cubes jaunes. On s'était aperçu qu'il y avait d'autres cubes qui étaient à la même distance. Si je prends par exemple une distance plus grande que la moitié, et je peux m'arranger pour que mon cube soit à la même distance des deux cubes jaunes. Je peux faire pareil ici. Je prends ce cube, il est à la même distance. Si je prends ce cube, il est à la même distance. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces cubes rouges? J'ai même plus besoin de mon compas, il suffit que je fasse quoi avec le cube suivant? Il suffit que je l'aligne avec les autres. J'obtiens quoi finalement? Une droite. Tous les points qui sont à la même distance de ces deux cubes jaunes, de ces deux points, forment une droite. Alors non seulement on obtient une droite, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de cette droite? Manifestement, elle est perpendiculaire au segment AB. Et elle passe évidemment par le milieu de AB. Cette droite D, passant par le milieu I de AB, étant perpendiculaire à AB, est appelée la médiatrice du segment AB. Mediare en latin, ça veut dire être au milieu de. D est la médiatrice de AB. Alors si vous prenez n'importe quel point de la médiatrice, d'après ce qu'on disait forcément, si je prends ce point E ici, n'importe où sur la médiatrice, qu'est-ce que je peux en dire? Je peux dire que la distance de A à E, elle sera la même que la distance de E à B. C'est-à-dire que tous les points de la médiatrice sont équidistants de A et B. E appartient à D, c'est-à-dire E appartient à la médiatrice de AB, donc EA, distance de EA, est égale à EB. Droite parallèle et perpendiculaire. On va d'abord faire un petit rappel, un petit point sur tout le vocabulaire qui concerne la géométrie. Point, droite, segment, demi-droite. On nomme un point par une lettre majuscule, et quand on le représente, on fait le croisement de deux lignes. C'est la raison pour laquelle vous avez une petite croix, A, B, C. Une droite, c'est une ligne droite qui est illimitée dans les deux directions. Un segment, c'est une portion de droite, un morceau de droite, limité par deux extrémités, dans notre exemple A et B. Et une demi-droite, elle est illimitée dans une seule direction. En mathématiques, quand on veut montrer que c'est illimité dans une direction, on met une parenthèse. Par exemple, ici, quand je nomme la droite, je peux la nommer AB, je mets bien une parenthèse avant A, après B. Ça veut dire que c'est illimité du côté de A, du côté de B. On a l'habitude aussi, quand on désigne une droite par une lettre, de la mettre entre parenthèses. Par exemple, ici, la droite D. Quand on parle du segment, il est bien sûr limité. Il est limité en A, limité en B dans le segment AB. Donc, je ne mets pas des parenthèses, mais je mets des crochets. La demi-droite qu'on a représentée ici, elle a pour origine A et elle est illimitée du côté de B. Donc je vais la nommer AB en mettant un crochet du côté de A et puis une parenthèse du côté de B. Alors vous avez remarqué que j'ai utilisé aussi la lettre petit x, qui est en écriture cursive. Donc ça, c'est un moyen de pouvoir nommer également des droites ou des demi-droites. Mais attention, ce petit x, c'est pas un point. Ça me sert uniquement à indiquer le nom de la demi-droite. Donc par exemple, ici, je vais l'appeler AX. A, c'est bien un point, c'est l'origine, je mets un crochet. Et petit x, qui me sert à nommer la demi-droite et qui est ce petit x qui est suivi, bien sûr, d'une parenthèse. Donc tout à l'heure, la droite AB, on aurait pu la nommer, bien sûr, XY. Un petit x, un petit y. Et on aurait mis une parenthèse avant x et une parenthèse après y. On le voit ici, la droite D, je peux très bien l'appeler XY, je peux l'appeler AB, je peux l'appeler BD, je peux utiliser n'importe quel point de la droite. Quand on veut dire que le point D appartient à la droite D ou appartient à la droite AB, on utilise un petit signe, vous voyez? Ce petit signe qui veut dire appartenir. Si je veux dire que le point C n'appartient pas à AB, je mets le signe appartient que je barre. A, B, D, comme vous le remarquez, sont sur une même droite.
on dit qu'ils sont alignés. Regardez ici ce qui se passe pour la croix que vous voyez en noir. C'est tout simplement deux lignes qui se croisent, c'est un point. Vous avez un personnage qui l'a nommé E, et puis l'autre a décidé de le nommer F. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire des points E et F? Ce sont les mêmes. En fait, on dira qu'ils sont donc confondus. Si je prends E et G, ce sont deux points distincts. Ils ne sont pas confondus. Qu'est-ce que c'est que la distance entre deux points? C'est la longueur du segment qui joint ces deux points. Dans l'exemple ici, la distance entre A et B, elle est égale à 4,7 cm. Alors on notera cette distance AB, surtout sans crochet. Quand on met les crochets, ça veut dire qu'on parle du segment. Là, je parle de la distance, donc je peux dire AB égale 4,7 cm. Le milieu d'un segment, c'est tout simplement le point qui partage le segment en deux segments de même longueur. Donc regardez bien le segment EF, vous voyez le point I. Ce point I partage le segment en deux segments de même longueur. Et pour montrer que les deux segments IF et IE ont la même longueur, j'utilise un petit codage. Je mets le même signe sur les deux segments. Ici, j'ai choisi deux petits traits. Deux droites sécantes, ce sont deux droites qui ont un seul point commun. Alors vous avez vu, quand vous voulez nommer des droites différentes, vous pouvez les appeler D, D1, D2. En général, on utilise D, pourquoi? Parce que c'est D comme droite. Mais on aime bien aussi utiliser D', c'est-à-dire on met une petite apostrophe et ça se lit D'. Donc ici, j'ai les droites D et D'. Si je mettais deux petites apostrophes, ça serait D secondes, etc. Donc ici, D et D' sont séquentes en A, et A, c'est le point d'intersection des droites D et D'. Deux droites perpendiculaires, ce sont deux droites séquentes, qui forment quatre angles droits. Mais pour montrer qu'elles sont perpendiculaires sur la figure, je ne vais pas coder quatre angles droits. Je code un seul angle droit, parce que quand il y en aura un, il y en a forcément quatre. Quand on veut le noter, D est perpendiculaire à D', on peut le noter D, et on met ce T renversé qui nous montre deux morceaux de droite perpendiculaire. D perpendiculaire à D'. D est perpendiculaire à D'. Le signe que vous voyez, ce T renversé, il remplace et perpendiculaire à. Deux droites parallèles, ce sont deux droites qui ne sont pas séquentes. Donc là, on voit D, on voit D'. D est parallèle à D', je peux le noter D, et j'utilise un petit signe où j'ai deux petits traits parallèles. D est parallèle à D'. Vous voyez ce petit signe ici. Alors attention, comme on l'avait vu tout à l'heure, on peut avoir deux droites confondues. C'est-à-dire, si vous regardez la droite qui est ici, elle porte deux noms, D, puis le nom D'. Pourquoi pas? D et D' sont confondus. On dira aussi à ce moment-là que les deux droites sont parallèles. Elles ne sont pas séquentes. La distance d'un point à une droite, qu'est-ce que c'est? Regardez voir à droite, vous avez un point A, vous le voyez en bleu, vous avez une droite D. Si vous cherchez la distance la plus courte, vous allez trouver ici la longueur de ce segment en rouge, qui est de 3,5. La distance d'un point à une droite, c'est la longueur du plus petit segment qui joint ce point à un point de la droite. Eh bien, on s'aperçoit que ce plus petit segment, c'est le segment perpendiculaire à la droite et qui admet pour extrémité A. Donc la distance d'un point A à une droite D, c'est la longueur du segment joignant le point A au pied, on a l'habitude de le dire comme ça, au pied de la perpendiculaire à D passant par A. Donc ici, la distance de A à la droite D, c'est égal à AH, c'est-à-dire la longueur du segment AH. Qu'est-ce que c'est que la médiatrice d'un segment? Dans médiatrice, vous avez média, milieu. La médiatrice d'un segment, c'est la droite perpendiculaire à ce segment et qui passe par le milieu du segment. Vous le voyez à droite, vous avez D qui est la médiatrice du segment AB. Deux propriétés importantes.
Si vous avez deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite, regardez voir D1 et D2, les droites en rouge qui sont perpendiculaires à D3, alors forcément elles sont parallèles. Donc si j'ai D1 perpendiculaire à D3, D2 perpendiculaire à D3, qu'est-ce que je peux conclure? Forcément, D1 est parallèle à D2. Deuxième propriété, si vous avez deux droites parallèles, toute droite qui est perpendiculaire à l'une est forcément perpendiculaire à l'autre. Ici, j'ai D1 qui est parallèle à D2. Et puis j'ai une droite rouge, vous la voyez, la droite D3, elle est perpendiculaire à D1. Ma conclusion, d'après notre propriété, elle est forcément perpendiculaire à D2.